On a commencé notre matinée en parlant d'emploi, en comprenant comment le numérique avait totalement bouleversé nos métiers, avait influencé tout le marché du travail. On a continué en se persuadant que l'agilité était peut-être une réponse possible. Et on va continuer dans cette logique en accueillant notre prochain invité qui est lui aussi coach agile. Il va nous présenter, il va aller un petit peu plus loin dans cette notion, ce qu'il appelle un buzzword. Et on va essayer de réfléchir ensemble si finalement l'agilité à l'échelle, ce qu'il appelle l'agilité à l'échelle, ce ne serait pas ce qu'on appelle l'entreprise libérée. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir Nicolas Locher. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and back. À toi de jouer. Bonjour. Gros bouton vert. Oui, alors effectivement, lorsqu'on m'a invité aujourd'hui pour parler à agilité à l'échelle et entreprise libérée, j'ai pas hésité très longtemps parce que c'est le sujet qui me passionne. On m'a dit aussi, vous allez voir, l'ambiance super chaud. Alors chaud, je sais pas si c'est la température extérieure ou si c'est l'ambiance de la salle. Mais bon, toujours est-il que je suis là et j'avais un petit challenge, c'est que je suis un incorrigible bavard. Et donc, en une demi-heure, parler de ces sujets, c'était pas évident pour moi. Et du coup, cette présentation, je l'ai itérée, je l'ai refondue. Et aujourd'hui, je vais vous parler, certes, d'agilité à l'échelle et d'entreprise libérée, mais d'agilité à l'échelle, entreprise libérée 3.0. Alors, il n'y a pas de 2.0. Hein. C'est juste que 3.0, c'est plus marketing, c'est à la mode, donc tant qu'à faire, allons-y franchement. Alors, on va passer à travers un certain nombre d'étapes. Et ce que je voudrais, c'est expliquer finalement comment l'entreprise aujourd'hui doit changer, dans quelle mesure il va falloir repenser tout ce qu'on entend par agilité à l'échelle, petit à petit comprendre à quel point on parle réellement d'abandonner le contrôle, hein, le fait de donner de la liberté aux gens, ce n'est pas juste une idée, définir quels sont les enjeux pour l'entreprise en termes de culture, et ensuite voir comment finalement on peut mieux répondre aux enjeux futurs des organisations. Alors évidemment, lorsqu'on est sur scène, il y a toujours un peu de stress. Alors une tactique, c'est de renverser un petit peu le stress en interrogeant la salle. Et donc j'ai une question toute simple pour vous. Je voudrais savoir qui parmi vous, aujourd'hui, travaille dans un grand groupe. Est-ce que vous pouvez lever la main? Alors, j'ai de la chance. Il n'y a pas trop de monde, parce que j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que vos grands groupes sont en train de mourir. Et oui, parce que si on regarde les classements du Fortune 500, entre à peu près 1955 et 2012, on a 88% des entreprises du Fortune 500 qui disparaissent. Donc, soit elles sortent du classement, soit elles ont fait faillite, soit elles ont été rachetées, elles ont fusionné. Et ça, finalement, on a un très bon exemple avec Kodak. Kodak, autrefois leader dans la photographie argentique, qui invente la photographie numérique en 1975 et qui en 2012 dépose le bilan. C'est-à-dire qu'une entreprise qui invente le relais de croissance, qui invente la façon dont nous consommons la photographie aujourd'hui, eh bien à la fin elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Et des Kodak, on en connaît plein en fait. On a Sony, l'inventeur du Walkman, qui a complètement manqué le virage vers le baladeur MP3. On a Nokia qui pensait que personne ne voudrait jamais d'un téléphone avec un écran tactile. Et on a Intel qui a totalement sous-estimé tout ce qui est processeur à basse consommation et qui du coup l'an dernier se trouve obligé d'acheter une licence de développement ARM pour concevoir ses propres processeurs. Le problème, c'est que l'entreprise, lorsqu'elle grandit, elle a besoin de plus en plus d'innovation. Lorsqu'elle grandit, elle a besoin de relais de croissance. Il faut qu'elle puisse définir quels vont être les produits de demain et comment assurer finalement, alors qu'elle a encore de plus en plus de coûts, de plus en plus de ressources, elle va pouvoir financer tout ça. Et évidemment, lorsqu'elle grandit, la structure qui est mise en place, c'est la structure hiérarchique pyramidale. C'est-à-dire la structure la plus à même de rigidifier l'entreprise et de tuer l'innovation. Alors si on regarde l'histoire du développement révolution industrielle tout au long du XXe siècle, effectivement on commence avec le travail à la chaîne, un monde relativement certain,
où tout est prédictible et où on va pouvoir dire que l'ouvrier n'est pas là pour penser, mais pour effectuer des gestes savamment calculés pour lui. On considère qu'il n'a aucune valeur en dehors du fait de respecter les ordres de son chef. Alors évidemment, si tout est prédictible, finalement ça fait sens. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer avoir une personne qui va définir comment les choses vont se passer, et sachant comment ça se passe, il n'y a plus qu'à exécuter le plan. Le problème, c'est que lorsque vous retirez la prédictibilité, tout va s'effondrer. Et là, bon courage pour arriver à vous relever. Et c'est finalement ce qui va arriver tout au long de la seconde moitié du XXe siècle, avec le développement de la société de communication. La société de communication, il faut bien voir que, à la mort d'Abraham Lincoln, il va falloir à peu près 12 jours pour que l'information parvienne en Europe. À la mort de Michael Jackson, moins de 2 heures après l'appel au 911, on a un edit sur Wikipédia. Donc l'information aujourd'hui, si vous voulez avoir les dernières nouvelles, c'est sur Twitter que vous allez les trouver. L'information, elle circule de manière immédiate. Et partant de là, le changement circule lui aussi d'une manière extrêmement rapide. Alors dans l'agilité, on vient d'en parler un petit peu, finalement ce qu'il faut comprendre, c'est que le paradigme, c'est que toute chose va changer. On n'est plus dans une approche qui repose sur un paradigme de prédictibilité, on est sur une approche qui dit que toute chose allant changer, il faut définir les meilleures façons de s'organiser de manière à pouvoir être réactif face à ce changement, de pouvoir s'y adapter le mieux possible. Alors on parle de l'agilité comme méthode de gestion de projet, c'est aussi finalement une façon de voir le monde. Alors les entreprises, elles ont commencé effectivement à embrasser l'agilité. Et on voit des petites équipes qui s'organisent suivant des principes d'agilité. Et puis les grands groupes dont je parlais tout à l'heure, eh bien, ils ont décidé d'aller encore un peu plus loin et de construire l'agilité à l'échelle, c'est-à-dire de la répandre sur l'ensemble de l'organisation. Évidemment, la façon dont ils s'y prennent, c'est en appliquant un manuel. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi les meubles Ikea, à chaque fois que je termine, il me reste toujours 1 ou 2 pièces. Et puis ils ont beau avoir écrit une personne, une demi-heure, ça me prend toujours facilement 1 heure, et on est 2 ou 3 pour arriver à finir de construire cette satanée bibliothèque. Alors, quand on s'y prend comme ça, et qu'en plus, pour motiver les gens à changer, on utilise le bâton et la carotte, c'est pas gagné-gagné. Ouais, on est un peu tous des bourricots. Et le problème, c'est que le bâton et la carotte, eh bien, non seulement on sait que c'est inefficace à travers un certain nombre de sondages, ceux du Gallup, qui nous disent qu'en 2012, on a à peu près 87% des employés qui sont désengagés. Et sur ces 87%, on en a près de 20% qui sont activement désengagés. Alors ce qui veut dire activement désengagé, c'est je sabote l'entreprise depuis l'intérieur. En fait, depuis les années 60, on sait que ce système de motivation de bâton et de carotte ne fonctionne pas. Et Dan Pink nous en parle dans son livre « La vérité sur ce qui nous motive », avec l'exemple d'une classe de maternelle. En maternelle, tous les enfants adorent dessiner. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier plus tard. Pas tout à fait toujours, mais assez souvent. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre cette classe et on va la scinder en 2 groupes. Il y a un groupe, on va dire aux enfants, vous dessinez, et à la fin je vous donne un bonbon. Et l'autre groupe, on les laisse simplement dessiner. Et lorsqu'on observe au bout de quelques semaines ce qui s'est passé à travers ces 2 groupes, on se rend compte que celui auquel on a promis un bonbon dessine moins longtemps que l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants ont assimilé le dessin, une activité qu'ils faisaient par pur plaisir, à un travail qui ne les intéresse pas. Et ils préfèrent aller jouer. Alors lorsqu'on construit des frameworks d'agilité à l'échelle, vous en avez quelques-uns qui sont cités ici, les entreprises, les grands groupes, actuellement, sont extrêmement friands de safe. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réappliquer toutes les recettes du passé. C'est-à-dire qu'on va prendre l'être agile, la façon de s'adapter au changement qu'on fait dans une équipe agile de base, j'ai envie de dire, et puis on va aller rajouter des processus. On va aller rajouter des mécanismes de contrôle. On parle beaucoup, notamment dans ces approches du Rex de Spotify, qui a su structurer ses équipes à travers des notions de tribu, s'assurer d'une cohérence entre des équipes indépendantes à travers des chapters. Chez le Scale Agile Framework, SAFE, on va aller rajouter un Agile Release Train et des PI Planning pour coordonner tout ça. Et finalement, ce faisant,
avec ce contrôle, tout ce qu'on va faire, c'est tuer notre capacité de réaction au changement. Le contrôle qu'on met dans ces processus d'agilité à l'échelle, déjà fait que ces processus ne sont plus agiles, et qu'ensuite, on a bien la mort du sense and response de l'agilité, c'est-à-dire de notre capacité de sentir, de réagir et de s'adapter à ce que l'on voit dans notre environnement. Alors le problème de tout ça, c'est que ce faisant, à travers tout ce contrôle, eh bien, vous allez tuer tout ce qui est intelligence collective. Tout ce qui est innovation dont justement ont besoin les grands groupes pour continuer à grandir. Et James Surovicki nous dit l'intelligence collective, pour s'exprimer, elle a besoin de ces 4 caractéristiques. Dans son livre La sagesse des foules, il nous dit qu'il faut qu'on ait de l'indépendance, de la diversité, de la coordination, de la décentralisation, des choses dont vous voyez bien qu'à partir du moment où vous rajoutez du contrôle, ça va être difficile de le mettre en œuvre. Alors vous me direz, pourquoi est-ce si grave? Eh bien, si vous interrogez Best Buy, ils vont vous dire que c'est essentiel, cette intelligence collective. En 2005, Jeff Severts est responsable du marketing chez Best Buy. Et puis, dans ses objectifs pour les ventes de Thanksgiving, il a l'impression qu'on lui demande d'atteindre des chiffres qui sont intenables. Alors évidemment, chez Best Buy, remettre en cause les prévisions du département des ventes, ce n'est pas une mince affaire. Il est assez rusé et il décide d'organiser un sondage sur l'ensemble de l'entreprise. Il va interroger du laveur de carreaux jusqu'au comité de direction et demander à chacun de prédire quelles vont être les ventes pour Thanksgiving. Et lorsque, quelques mois après, il dépouille les résultats, alors ils se rendent compte qu'effectivement, les ventes, ils étaient pas mal, ils étaient juste à 93%. L'ensemble de l'entreprise, donc laveur de carreaux jusqu'au comité de direction, était juste à 99,99%. C'est ce qui a donné naissance derrière à tout ce qui est marché prédictif. Alors cette intelligence collective, elle peut s'exprimer encore autrement, et chez Procter & Gamble notamment, ils ont à un moment donné eu un projet de R&D, finalement classique, où il s'agissait de faire rentrer dans le tube le dentifrice avec ses rayures. Plusieurs mois de recherche, quelques millions investis évidemment, et puis toujours pas de réponse. Ils décident de poster leurs problèmes de R&D sur une plateforme de recherche collaborative, faisant appel au savoir collectif, et ils ont une réponse en moins d'une demi-journée. Et cette réponse, c'est un électricien qui leur donne, en disant c'est extrêmement simple, le fluor est électronégatif, vous appliquez un courant et vous séparez des strates. Alors évidemment, chez Procter & Gamble, on a des chimistes, on n'a pas d'électriciens. Donc on n'a pas cette intelligence collective. Donc ce qu'il faut bien faire lorsqu'on va aller vers de l'agilité à l'échelle, c'est construire un modèle qui, lorsqu'il grandit, soit toujours capable de réagir au changement. C'est construire un modèle aussi qui soit suffisamment simple pour qu'il puisse être partagé auprès de tous, de manière à ce que vous puissiez réellement prendre les décisions au plus proche de l'action. Vous pouvez décider de passer, vous pouvez décider de tirer, vous pouvez réagir à un contexte dans l'immédiateté de l'instant, tout simplement parce que vous comprenez votre système. Alors, finalement, lorsqu'on va vers l'agilité à l'échelle, il ne va pas tant s'agir d'appliquer une nouvelle recette, d'appliquer un nouveau framework, il va plutôt s'agir de changer le système. Et le système, c'est l'entreprise. Et Isaac Hess, en 2009, publie un livre qui s'appelle Liberté et compagnie, où il nous présente des entreprises qu'il appelle les entreprises libérées. On pourrait dire que c'est des organisations plates. Et il nous dit que dans ces entreprises, chacun est libre d'entreprendre toutes les actions qu'il estime les plus justes pour le bien de l'entreprise. Le résultat, on peut le voir notamment chez Favi, une entreprise picarde française, dans la sidérurgie, où, en l'espace de 25 ans, sous la direction de Jean-François Zobrist, l'entreprise n'a jamais livré en retard. C'est une entreprise qui fabrique des fourches de vitesse, de boîtes de vitesse pour l'industrie automobile, ils exportent en Chine. Ils n'augmentent pas leur prix hors coût des matières premières et ils restent compétitifs. Alors cet exemple de Favi, c'est vrai qu'en France, il ressort assez souvent dès qu'on vous parle d'entreprise libérée. Et la question légitime, c'est mais est-ce que c'est la seule? Toutes les entreprises de ce slide sont des entreprises libérées. Et on en a dans les domaines les plus variés. Burzog, par exemple, dans le domaine du soin à domicile, les infirmières, et dont une étude de Ernst & Young a montré qu'ils ont fait économiser 2 milliards d'euros à leur gouvernement. À l'échelle de la France et de la sécurité sociale, c'est 8 milliards.
Vous avez Morningstar, traitement de la tomate, 80% du marché aux États-Unis. Vous avez l'USS Santa Fe, qui est un sous-marin nucléaire de l'US Navy, qui est le dernier des classements de la flotte, au moment où le commandant embarqué en prend la direction. Et après son commandement, qui se retrouve premier de l'US Navy. Vous avez Zappos, qui atteint le milliard d'euros de chiffre d'affaires en moins de 9 ans. Whole Foods, supermarché bio, qui vient de se faire racheter comme Amazon, tout comme Zappos il y a quelques années. Et puis un certain nombre d'autres groupes, dans des cultures différentes, dans des milieux différents, sur des sujets différents. Alors, on va se dire, mais elle est où la potion magique? Comment est-ce qu'on fait pour faire tout ça? Et puis surtout, comment est-ce qu'on va s'assurer, en tant que groupe traditionnel, finalement, si on dit à chacun « faites ce que vous voulez », qu'on ne sombre pas dans le chaos, qu'on ne devienne pas tous Shadok? La réponse à tout ça, finalement, elle est assez simple, c'est une question de culture. C'est-à-dire qu'on va retirer des process et on va mettre de la culture. Et pour vous le démontrer, je vais à nouveau vous poser une question. Imaginez que je vous donne 100 euros. Alors vous êtes nombreux, hein, ça va faire un petit paquet d'argent. Je vous donne 100 euros si demain, vous êtes capable de retrouver une personne en plein Paris, mais cette personne, vous ne la connaissez pas. Je lui ai donné aussi 100 euros pour qu'elle vous retrouve, mais elle ne vous connaît pas non plus. Et alors, comme ça serait trop simple, ni à l'un ni à l'autre, je ne vais dire où vous retrouvez et à quel moment de la journée. Donc le challenge pour vous, c'est de trouver où est-ce que vous allez vous rendre dans Paris pour avoir le plus de chances de vous retrouver au même endroit et que l'autre ait pensé au même endroit, et puis à quel moment de la journée. Alors est-ce qu'il y a quelques téméraires pour avancer des réponses? À quoi vous penseriez? La Tour Eiffel? Et à quelle heure de la journée? C'est marrant, c'est ce que j'avais dessiné. Et oui, parce que comme on est tous français, finalement, on a un certain nombre de référentiels communs. Et ce que je viens de faire avec vous, ça a été réalisé pour de vrai à New York. Alors évidemment, le contexte est un petit peu différent. La réponse était Grand Central Station, l'Infobus, à midi. Ils ont fait ça avec des étudiants et ça marche effectivement réellement. Donc je viens de perdre quelques centaines d'euros. Alors l'autre question pour les grands groupes, c'est si mes employés font ce qu'ils veulent, comment est-ce que je m'assure qu'ils restent motivés? Surtout qu'on sait qu'ils ne le sont déjà pas à la base. Et que mon bâton, ma carotte, apparemment, ça n'a pas l'air de si bien marcher que ça. Eh bien, derrière tout ça, il y a ce qu'on appelle l'effet Sawyer. Alors Tom Sawyer, on le connaît tous, hein, c'est un gentil chenapan. Donc évidemment, une fois de plus, il se fait punir par sa tante Polly. Et il se retrouve un bel après-midi d'été à devoir peindre à la chaux une immense palissade. Alors qu'il est en train de peindre, il aperçoit du coin de l'œil son ami Huckleberry Finn, qui s'approche évidemment pour lui proposer d'aller pêcher sur les rives du Mississippi. Tom se concentre sur sa tâche. Et au bout d'un moment d'observation, Huck lui dit « Dis donc Tom, tu fais quoi? Ça a l'air intéressant ce que tu fais. » Tom se concentre. Huck lui répond « Mais tu me laisserais essayer s'il te plaît ?» Et là Tom lui dit « Non, je peux pas. Tu comprends, c'est une tâche importante. Ma tante Polly me l'a confiée parce qu'elle sait que je vais être capable de réaliser ce travail avec la plus extrême attention. »« Oh Tom, allez, laisse-moi essayer. Tiens, je te donne ma toupie. » Au bout de quelques minutes, Tom est adossé dos à un arbre. À côté de lui, il a une toupie, des billes, il est en train de manger une pomme, et tous ses camarades ont défilé, et la peinture avance toute seule. En fait, ce que Tom Sawyer a fait, c'est qu'il a développé la motivation intrinsèque des individus. Et la motivation intrinsèque des individus, Dan Pink nous explique que pour qu'elle s'exprime, elle a besoin de 3 éléments. Elle a besoin d'autonomie, c'est-à-dire que vous avez la liberté d'entreprendre les choses, à la fois de choisir la façon dont vous allez le faire et puis à quel rythme vous allez le faire. Elle a besoin d'avoir une certaine vision. Alors la vision qui va faire notamment si vous interrogez 2 tailleurs de pierre, que peut-être l'un vous dira, lorsque vous l'interrogez sur son métier, que son métier est extrêmement pénible. Qu'à longueur de journée, il porte des poids extrêmement lourds, qui s'usent les mains à taper avec le marteau et le burin. Et puis l'autre, lorsque vous l'interrogerez, il vous dira « je construis des cathédrales ». Cette vision, c'est ce qui va donner du sens au travail. Et puis le dernier élément dont nous parle Dan Pink, c'est la maîtrise. C'est-à-dire que vous devez avoir à la fois les compétences pour faire ce qu'on vous demande de faire, mais aussi la possibilité de vous améliorer, de progresser. Et sous ces 3 conditions, vous êtes capable de vous motiver intrinsèquement.
C'est-à-dire qu'effectivement, on va être obligé, comme on en a parlé tout à l'heure, de vous dire d'aller prendre vos vacances, de vous dire de quitter votre lieu de travail. Alors lorsqu'il s'agit de mettre en place cette nouvelle culture, malheureusement, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas une façon unique de procéder. Néanmoins, on peut quand même commencer à dessiner quelques éléments importants sur lesquels il va falloir travailler. Il y en a plusieurs. Le premier d'entre eux, c'est d'avoir ce qu'on appelle un leader libérateur. Alors le leader libérateur, c'est celui qui va initier le mouvement de libération de l'entreprise, qui va s'assurer qu'on aplatisse la hiérarchie, construire cette organisation plate, et surtout qu'il doit être totalement convaincu, parce que par moment, il va y avoir des actions, des décisions qui seront assez contre-intuitives. Lorsque, je crois que c'était le cas chez Chronoflex, on décide de partir 1 an en vacances, et puis que les employés vous disent « Bon, bah maintenant, on va parler de la rémunération ». Il faut quand même un certain courage pour se dire « Ok, je vais les laisser décider de la façon dont ils veulent s'organiser là-dessus ». Il faut aussi développer la vision. Et la vision, il y a une phrase d'Antoine de Saint-Exupéry que j'aime beaucoup qui dit que si vous voulez construire un bateau, il ne faut pas dire à vos hommes et vos femmes comment s'y prendre, leur expliquer toutes choses, mais il s'agit en fait de faire naître en chacun d'eux le désir de la mer. Il faut aussi, évidemment, mettre de la transparence de l'information. La transparence de l'information qui va permettre que chacun, au plus près de l'action, ait tout le savoir nécessaire pour pouvoir prendre les décisions. La transparence de l'information qui est aussi à la base de ce qu'on appelle l'économie de la connaissance, une économie assez intéressante, puisque les idées rebondissant les unes sur les autres, lorsque vous partagez du savoir, non seulement vous ne le perdez pas, mais en plus il crée des nouvelles idées. Et donc, la connaissance, elle se développe de manière exponentielle. Quand je dis exponentielle, elle se renouvelle intégralement tous les 7 ans. On double la connaissance tous les 7 ans. Et puis, il va falloir développer une certaine culture de la confiance. Une culture de la confiance qui est essentielle, parce que si vous libérez l'entreprise, si vous dites à chacun, vas-y, fais comme tu le sens, le risque, c'est que si on n'est pas en confiance, eh ben, on va tout simplement ne rien faire. Ne rien faire de peur de se faire taper dessus. Lorsque vous avez la confiance, et lorsque par ailleurs, vous voyez l'erreur non pas comme un échec, mais comme une opportunité d'apprentissage, et les Anglais nous disent un first attempt in learning, c'est d'ailleurs la façon dont on procédait les Fairwhite pour inventer l'aviation. Essais, erreurs, et on continuait parce qu'on avait envie d'avancer. Lorsqu'on voit effectivement l'erreur comme une opportunité d'apprentissage, on a quelque chose de beaucoup plus riche pour expérimenter et apporter de l'innovation. Et enfin, un autre élément intéressant à mettre en œuvre, qui est un élément de la motivation intrinsèque, même s'il n'est pas indispensable, c'est celui d'avoir la reconnaissance du travail bien fait. C'est de reconnaître dans vos collaborateurs, dans vos collègues, la qualité de leur travail, la qualité de leur rapport. Alors évidemment, lorsqu'on parle de changement, ben on voit ressurgir le spectre de Kotter, avec ses 8 points sur la conduite du changement et sa fable sur les pingouins qui se rendent compte que leur banquise est en train de fondre et qui se demandent comment s'y prendre pour pouvoir avancer. Alors Kotter vous dit, le premier point, c'est d'instaurer le sentiment d'urgence. Ensuite, il faut développer une coalition, partager une vision, et tout un tas d'étapes par derrière. J'ai jamais aimé Kotter. Kotter, vous pouvez le mettre à la poubelle. Alors, pourquoi est-ce que vous pouvez le mettre à la poubelle ? Bah, effectivement, est-ce que ça veut dire que nous sommes tous obligés de changer sous une notion d'urgence ? Est-ce qu'on ne peut pas changer sans urgence ? Alors, je vous ai mis un bébé. Bon, d'abord parce que les bébés, il paraît que ça fait vendre. Bon, c'est pas totalement gratuit non plus, parce que si on regarde, un bébé, ça change. Et ça change même beaucoup. Et à Kotter, finalement, je préfère opposer Peter Senge, l'auteur de la 5e discipline, et qui nous dit, bah, effectivement, on peut changer sous la crise, on peut aussi changer par aspiration, par envie. Et le bébé, lorsqu'il apprend à marcher, il n'y a pas nécessairement d'urgence. Finalement, c'est assez confortable dans les bras de papa et maman. Et puis, on a parlé un petit peu de l'aviation. Si on regarde, pourquoi donc est-ce que de tout temps, l'homme a voulu apprendre à voler, si ce n'est par aspiration ? Alors, au moment où nous approchons de la fin, de la conclusion, je voudrais rappeler une chose, on a un petit peu parlé aussi à travers les modes d'organisation, c'est que,
comme le dit George Box, un statisticien, tous les modèles sont faux, certains sont utiles. Ce que je suis en train de vous dire, alors, certes, la construction des frameworks d'agilité à l'échelle n'est peut-être pas la meilleure du monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement tout jeter. Certes, l'organisation plate, l'entreprise libérée, ce qu'on appelle bonheur au travail, c'est une notion intéressante. Ça ne veut pas dire que tout le monde est capable d'y aller dès demain. Pour autant, c'est là tout un tas d'éléments sur lesquels vous pouvez travailler et mettre un peu plus de transparence, un peu plus de confiance dans l'entreprise. C'est accessible, même si vous ne renversez pas la hiérarchie. Et finalement, si on regarde les nouvelles générations, la génération Z, les millennials, la petite poussette, telle que l'appelle Michel Serres, parce qu'avec leurs doigts, ils sont capables de taper sur les claviers de leur smartphone de manière bien plus rapide que ne le ferait une dactylo. Et bien cette génération, on l'a dit aussi, lorsqu'on lui demande ce qu'elle veut devenir plus tard, essentiellement, elle vous répond qu'elle veut être entrepreneur. Et quand elle dit ça, elle ne vous dit pas réellement qu'elle veut être entrepreneur. Elle vous dit « je ne veux pas de chef ». Elle vous dit « je veux pouvoir décider de la façon dont je vais apporter ma pierre à l'édifice, de la façon dont je vais interagir dans l'entreprise ». Et je vais vous laisser sur cette phrase de Gandhi qui dit que lorsqu'on a une innovation de rupture, tout d'abord, on va vous ignorer. Puis, on se moquera de vous. Ensuite, on vous combattra. Et à la fin, vous gagnez. Et je vous remercie. Alors du coup, j'ai quelques minutes pour des questions. Exactement. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? N'hésitez pas à lever la main, qu'on vous voit bien. Pas de questions? Ouais, alors moi j'ai une question pour toi, Nicolas. Vas-y. Tu nous as parlé d'entreprise libérée, mais tu nous as pas parlé des risques potentiels liés à cette entreprise libérée. Est-ce que tu peux nous donner ton point de vue? Oui, je te remercie. Effectivement, il y a un certain nombre de risques aussi. Vous allez avoir des risques, notamment, qui vont provenir de personnes qui vont vouloir employer ce modèle comme un nouveau moyen de manipulation. Parce que finalement, si on y réfléchit, quand on vous dit que vous avez une organisation plate, c'est super comme moyen de faire du downsizing. On vire tous les managers. Et là, certains groupes, malheureusement, ont effectivement tenté ces approches-là. Donc il faut faire attention à ce risque de manipulation. Il faut faire attention aussi à tout ce qui va être changement de culture, qui est quelque chose qui prend énormément de temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre du jour au lendemain à obtenir tous les bénéfices de l'entreprise libérée. Harley-Davidson, lorsqu'ils entament leur libération, c'est 7 ans. Lorsque AES, une entreprise qui est dans l'énergie, rachète des nouvelles usines, il leur faut à peu près 2 ans pour tout transformer. Donc il ne faut pas penser que c'est quelque chose d'extrêmement simple. Par ailleurs, et ça fait partie peut-être des critiques qu'on peut apporter au système, c'est que finalement, si on y réfléchit, il n'y a pas forcément tant de choses révolutionnaires là-dedans. Et on va se heurter à des réticences de personnes qui vont dire « ouais, mais tout ça, c'est pas forcément nouveau. C'est pas révolutionnaire. On a déjà entendu parler, on a déjà dit qu'il fallait faire plus confiance aux gens, etc. » Bah, ça ne va pas être quelque chose pour vous empêcher d'avancer. C'est pas parce qu'il y a une bonne idée, mais que c'est celle du voisin, qu'il faut ne pas la prendre. Voilà, quelques éléments. D'accord, donc finalement le risque, il est aussi humain, il est aussi et surtout humain. Il va être surtout humain, parce que il faut bien se rendre compte que, je l'ai dit, on change de paradigme. On passe de la prédictibilité au changement. Ça veut dire aussi qu'on est dans l'évolution de la personne. Et l'évolution de l'être humain qui est capable d'abandonner le contrôle pour dire je vais faire plus confiance, je vais être transparent, je vais être respectueux de mes collègues, bah, c'est une évolution qui prend du temps. Et si vous étudiez un petit peu les modèles d'évolution personnelle, bah, vous verrez que tous, alors je ne les connais pas tous, mais ceux que j'ai regardés en tout cas, ils procèdent d'une manière totalement linéaire dans l'évolution de la personne. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir, si vous êtes dans une approche totalement totalitaire, passer du jour au lendemain dans une approche où vous faites confiance absolument à tout le monde. Vous êtes obligé de passer par des échelons intermédiaires. Donc certaines personnes ne sont tout simplement pas encore prêtes dans l'entreprise à vivre dans un milieu totalement libéré où ah mince, j'ai plus personne pour me dire ce que je dois faire, comment est-ce que je fais? Et alors du coup, comment libérer un peu ces gens-là? Alors ça, c'est une très bonne question, et je ne suis pas sûr d'en avoir la réponse. Je pense que la libération, elle commence déjà par l'évolution de la société. On en a parlé déjà dans les mentalités des nouvelles générations. On voit qu'on a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui,
on est dans la communication instantanée, on est dans de toute façon plus de partage. Donc on a un mouvement en marche. Et d'ailleurs, parmi les théoriciens de l'entreprise libérée, il y a un livre qui a beaucoup fait parler de lui en 2014, qui est le livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organizations. Je vous en conseille une version d'ailleurs illustrée qu'il a fait paraître en début d'année, qui a un excellent raccourci. Et dans ce livre, en fait, ce qu'il a apporté de nouveau, c'est qu'il a montré que toutes les entreprises suivaient elles aussi des mécanismes d'évolution de la même manière que les évolutions comportementales. Et ces mécanismes d'évolution ont fait qu'on a eu des entreprises qui étaient, alors il fait le rapprochement avec la spirale dynamique, dans des modèles très rigides, l'armée, la mafia, totalement totalitaire, le contrôle. Ensuite, des choses dogmatiques, peut-être la religion, de la compétition à travers tout le modèle finalement qu'on connaît un petit peu partout, ce qu'il appelle le modèle orange. Et puis ensuite, des modèles qui commencent à être un peu plus sensibles à l'environnement, un peu plus sur la libération des individus. Et il parle, les entreprises libérées, pour lui, c'est les entreprises style, les entreprises turquoises, en suivant les couleurs de la spirale dynamique. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a une question? Oui, au premier rang, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Je vous ai entendu parler de confiance. Oui. Alors moi, personnellement, je pense que la confiance, ça se mérite. Et quand on travaille dans une équipe, quand on essaie de monter un projet ou autre, que ce soit en entreprise ou autre chose, il y a toujours un risque, mais des fois, donc, ce risque peut aussi nous être, paralysant, quelque part. Peut figer un peu les choses. Et donc la confiance, elle se mérite dans la mesure où le collaborateur ou le partenaire que j'ai avec moi, je dois avoir confiance en lui et ne pas m'attendre à avoir un couteau dans le dos, ce qui parfois arrive. Je vais vous prendre un exemple très simple. À titre personnel, j'ai voulu faire un livre au début de l'année. J'ai trouvé la personne donc compétente dans le domaine dans lequel j'ai voulu développer ce livre. Simplement, donc, pour accepter une collaboration avec moi, il a fallu qu'il me demande, on va dire, toutes mes sources, toutes mes notes, toutes mes sources, avant de pouvoir collaborer avec moi. Alors que sur le sujet du livre que j'ai voulu exploiter, il a l'autre partie de la solution, on va dire. Moi, j'ai une partie, et lui, il a l'autre partie. Donc, ce qui fait que à vouloir donc essayer donc d'instaurer une confiance à tout prix, on peut avoir peut-être parfois de mauvaises surprises. Et dans les différentes façons de procéder au niveau du travail, ça peut aussi poser problème. Et c'est aussi ça qui freine un peu donc, le modèle un peu collaboratif que vous essayez de mettre en place. Oui. Oui, vous avez raison. La confiance, ça se gagne. Ça prend du temps avant de l'instaurer. Pour autant, il faut voir aussi que, même si c'est difficile de faire confiance, une des erreurs qu'on fait, c'est d'essayer de manager pour ce qu'on appelle les 1%. C'est une image qu'aime bien prendre Jean-François Zobrist, où il dit qu'en fait, comme il y a toujours des personnes qui vont tricher, il y a toujours des personnes qui vont abuser du système et du fait que vous leur faites confiance, du coup on va mettre un contrôle pour s'assurer que ce 1% de personnes qui trichent, eh bien, on arrive à s'assurer que tout ça, ça disparaisse. Et Jean-François Zobrist, quand il parle de ça, il avait un exemple chez Favi, c'est qu'à un moment donné, il voit un ouvrier qui est en train d'attendre devant l'endroit où sont stockés les divers matériels. Et il lui demande ce qu'il fait là, et il dit j'attends pour renouveler ma paire de gants. Il avait avec lui une paire de gants usée, il avait un ticket, et il attendait que le magasin ouvre pour pouvoir récupérer sa nouvelle paire de gants. Et donc Jean-François Zobrist s'étonne un petit peu, et il regarde quel est tout le cheminement pour obtenir cette paire de gants. Il se rend compte que l'ouvrier, il faut d'abord qu'il aille voir son chef de ligne, qui lui montre que sa paire de gants actuelle est usée. Ensuite, il obtient un ticket, il va au magasin, le magasin évidemment est fermé à clé, et on attend que quelqu'un ouvre pour lui donner cette paire de gants. Il se renseigne, il se rend compte que le prix horaire de la machine sur laquelle l'ouvrier intervient est d'à peu près 200 € quand le prix de la paire de gants est de moins de 5 €. Donc, en fait, en instaurant le contrôle pour s'assurer que les gens ne volent pas, on a juste mis quelque chose qui, dans le système, fait que c'est beaucoup moins efficace pour l'ensemble de l'entreprise. Donc, je vous rejoins sur le fait que la confiance, elle se construit. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'on a au départ des petites équipes agiles et qu'on cherche à les stabiliser, parce qu'on maintient des relations sociales avec un petit groupe d'individus. C'est la façon d'ailleurs dont on va découper des grands groupes d'individus dans des grandes approches agiles. On va
découpé lorsqu'on atteint la limite, ce qu'on appelle le nombre de Dunbar, c'est-à-dire la limite du nombre de personnes avec lesquelles on est capable de maintenir des relations sociales, alors qui varie un petit peu, mais qui est aux alentours de 100-125 personnes. Et donc, on va, à travers des petites équipes, s'assurer de pouvoir construire la confiance facilement, et en même temps, il faut quand même avoir conscience que si on essaie de manager pour les 1%, bien souvent, on se met plus de barrières qu'on ne résout de problème.